Alors, bonjour tout le monde. Pour ceux et celles qui se sont joints à nous au colloque un peu plus tard, je me représente à nouveau. Kevin Lavoie, j'utilise les pronoms il, lui et les accords masculins. Je suis professeur adjoint à l'École de travail social et de criminologie à l'Université Laval, à Québec. Et j'ai le plaisir, dans le cadre de ma présentation, je vais avoir le plaisir de vous présenter quelques résultats préliminaires sur les facteurs, comme mentionné le titre de ma présentation que Philly a présenté, sur les facteurs décisionnels qui influencent la prise de décision chez les jeunes trans et non-binaires concernant la préservation de la fertilité. Quelques mots d'information sur qu'est-ce que c'est la préservation de la fertilité, ce qu'on peut appeler également la conservation ou l'autoconservation des gamètes. En fait, c'est lorsqu'on va, en fait, c'est une technique de procréation assistée qui consiste à prélever ou à recueillir le gamète, le sperme ou l'ovule, puis le conserver, le congeler pour un usage ultérieur, pour dans quelques années peut-être en faire usage, pour pouvoir avoir des enfants qui sont liés génétiquement à soi. C'est un processus qui peut être, donc il faut passer à travers un processus médical pour le faire, en termes ne serait-ce que pour la congélation du sperme, mais également ça va être un processus invasif, particulièrement pour le cas des gars trans ou non-binaires ou une trans masculine qui doivent avoir une ponction ovarienne. Donc, ça implique également une prise d'estrogène. Donc, vous voyez un petit peu en termes de transition médicale, un peu c'est le chemin inverse qu'on voudrait actualiser par rapport à l'affirmation de genre sur le plan corporel. Et jusqu'à tout récemment, c'était une technique qui n'était pas couverte par le régime public de procréation assistée. Donc, il y avait environ des frais au Québec de entre 7 000 et 10 000 dollars. C'était variable quand même en termes de clinique. Sachez également que le système de procréation assistée au Québec, c'est un système qui est très modulable, très variable également en termes de région. Il y a également des cliniques privées, puis également des milieux hospitaliers publics. Donc, tout ça se côtoie et ce n'est pas intégré dans le système de santé global, c'est des trucs en parallèle. Donc, la santé trans, par exemple, c'est une filière d'accès et la procréation assistée en est une autre. Ce n'est pas toujours des milieux qui vont se parler. C'est à garder en tête parce que vous allez voir que dans quelques instants, je vais vous en parler, que les facteurs, il y a des facteurs systémiques puis également d'inégalités qui se posent dans la trajectoire des jeunes concernés. Poursuit, en fait, puis là maintenant, ma présentation d'aujourd'hui émane d'une étude que je suis en train de mener avec des collègues qui s'appelle l'étude Préfère pour préservation de la fertilité. Vous voyez le joli jeu de mots ici qu'on a recherché longtemps. Puis là, vous avez un extrait de la page Facebook. Je vous invite à la liker pour avoir accès à nos informations concernant le projet de recherche. Euh, c'est une étude préfère qui est une étude participative qui vise à l'implication des personnes concernées et une étude partenariale réalisée en collaboration avec l'organisme Jeune Identité Créative et la clinique de genre de l'hôpital Sainte-Justine qui vient d'être présentée là, il y a quelques instants. C'est moi qui prends la parole aujourd'hui, mais sachez que c'est un travail d'équipe et je profite de l'occasion pour saluer les membres de l'équipe. Il y a plusieurs visages que vous avez vus, dont Philly, qui est professionnel de recherche responsable du développement des outils de sensibilisation et d'information. Et donc, la ligne d'en haut, en fait, c'est l'équipe de recherche là, auxiliaire et professionnelle confondue. Et je tiens à souligner l'apport dans la présentation d'aujourd'hui de Thalie et de Rebecca qui m'ont aidé à analyser les données qualitatives. Puis en bas, la base de bas, la ligne de bas, en fait, c'est les co-chercheurs et co-chercheuses. Dans le cadre du projet, c'est un projet intersectoriel également qui réunit des gens de travail social et de médecine pédiatrique. L'étude préfère vise en fait toujours, parce que c'est encore en cours, euh, vise 4 objectifs de recherche. Et dans le cadre de ma présentation d'aujourd'hui, je vais m'attarder au quatrième plus spécifiquement, qui concerne les facteurs qui peuvent être des facteurs personnels, familiaux, sociaux, économiques et normatifs. Normatif, ça renvoie aux normes sociales, et là pour l'instant, les termes que j'utilise, c'est qui inhibe, qui va faire en sorte que la personne ne va pas avoir recours à la préservation de la fertilité, ou d'autres facteurs qui vont inciter à y avoir recours dans le contexte québécois. Parlant de l'étude, justement, de l'étude préfère, j'ai un petit peu de misère dans le transfert des diapos. Quelques mots sur l'étude, en fait, nous avons rencontré, c'est une étude exploratoire. Hein, c'est une étude à court terme avec un petit budget qui nous permet, en fait, de documenter le point de vue des personnes directement concernées, les jeunes, trans et non-binaires, et des parents de ces jeunes-là. Jusqu'à maintenant, on a rencontré 11 jeunes qui ont en moyenne 18 ans et 16 parents, majoritairement des mères. Vous avez vu également, vous voyez sur la diapositive qu'il y a différentes déclinaisons sur le plan de l'auto-identification, sur le plan du genre.
Puis il y avait 6 filles assignées à la naissance, un garçon assigné à la naissance. Bon, bref, il y a tout un portrait comme ça. Il y a également une belle variété. Le gros aspect positif d'avoir été en contexte pandémique, c'est que l'entièreté des entrevues du déroulement de la recherche se sont passées en Zoom, ce qui nous a permis de rejoindre des gens à travers le Québec, dans différentes régions de la province. Puis quand même des entrevues assez longues. Donc, les jeunes étaient quand même généreux, généreuses de leur temps, du processus. Il y avait des choses à raconter, des choses à nommer, des choses à dire, et d'où l'intérêt de recueillir leurs paroles pour mieux pouvoir développer des pratiques adaptées à leurs besoins. Sur les petite précision également, pour les entrevues avec les jeunes, c'était en 2 temps. Il y avait une approche participative par la technique Photo Voice qui implique en fait de prendre des photos sur des différentes réalités de groupes marginalisés. Et la façon qu'on a procédé, en fait, c'est à travers un mime. On invitait les jeunes à créer un mime, hein, là, il y a différentes façons de le prononcer, le mime, mème et autres. Déclinaisons, en fait, c'était de savoir qu'est-ce que la société en pense de la préservation de la fertilité pour les jeunes trans et non-binaires. Et les jeunes prenaient une photo de leur crue qu'ils avaient créée elles-mêmes sur la société. Il y avait également qu'est-ce que les professionnels de la santé en pensent, qu'est-ce que mes parents en pensent, qu'est-ce que moi j'en pense de la préservation de la fertilité. Ça nous permettait, avec cette technique-là qui était visuelle, participative, d'avoir d'autres manières également de se représenter le phénomène, puis se représenter également les impressions, les besoins, mais également parfois les rapports de pouvoir qui peuvent être présents, également les systèmes de pression, mais également les dynamiques familiales qui peuvent surgir dans un tel contexte. Puis ensuite, était suivi d'une entrevue individuelle avec les gens qui nous permettaient de nous expliquer leur mime par la suite. Puis avec les parents, c'était simplement des entrevues individuelles uniquement. Par la suite, ce que je veux faire avec vous, en fait, c'est vous présenter, faire un inventaire des différents facteurs qui ont été nommés comme étant des facteurs qui inhibent ou incitent le recours à la préservation de la fertilité. En termes, là, vous avez à votre gauche les facteurs qui inhibent, il y en a 5. L'absence ou le refus, l'absence de désir ou le refus d'avoir des enfants, des préoccupations humanitaires et environnementales, une prise de décision qui arrive tôt dans la vie, dans le parcours de vie des jeunes. Il y a également les implications concernant la procédure de préservation de la fertilité, plus des trucs logistiques et territoriales, également un accès restreint à l'information. Du côté des facteurs qui incitent le recours, c'était moins présent dans le discours de tout le monde, en fait, tant les parents que les jeunes, mais il y avait deux choses qui se dégageaient. La décision à considérer par précaution pour avoir une option supplémentaire au cas où, puis ensuite la norme procréative, qui est à la fois un double mouvement de pression et de désir d'avoir des enfants. Cela étant dit, néanmoins, je tiens à préciser qu'au-delà du pour ou contre la préservation de la fertilité, puis nous, ce n'était pas notre intérêt de recherche, mais c'était davantage de recueillir qu'est-ce que les gens en pensent, puis qu'est-ce qu'on doit développer pour mieux comprendre le besoin des jeunes et des familles. Au-delà de tout ça, pour ou contre, ce qui se dégage du discours des gens qu'on a rencontrés, tant les parents que les jeunes, c'est qu'ils sont vraiment préoccupés par les enjeux d'accès. Au-delà de dire est-ce que je veux le faire ou pas, mais est-ce que j'y ai accès? Est-ce qu'il y a des discriminations? Est-ce qu'il y a des barrières qui se posent à moi? Et ça, c'était vraiment un des enjeux qui était souvent soulevé par les jeunes et les parents. Et également, tout le monde se positionne comme étant pro-choix. Pro-choix ici étant de dire, ben garde, est-ce que j'ai accès? Mais en bout de ligne, ça t'appartient. Et les gens se positionnaient par rapport à ça vraiment de façon marquée. Même s'il peut y avoir des pressions, des dynamiques familiales qui peuvent créer, surgir des conflits. Hein. Cela étant dit, ça demeure pas moins que ça peut survenir quand même. Je commence maintenant avec les facteurs qui inhibent le recours à la préservation de la fertilité. Le premier, en fait, je mentionne que plusieurs jeunes nous précisaient que de ne tout simplement pas vouloir d'enfants, puis justifier leur décision de ne pas recourir à la préservation de la fertilité par ce désintérêt. Pour une petite minorité, ça renvoie à deux jeunes qui disaient, ben, ce non-désir-là, c'est peut-être temporaire ou situationnel. Ils vont peut-être revisiter la question plus tard dans leur vie. Ça, c'était concernant l'absence de désir. J'ajoute à cela le refus d'avoir des enfants, qui est davantage une posture militante ou politique d'une certaine façon, qui était partagée de cette façon-là également par la participante concernée, qui ajoute, elle, puis elle renvoie également à une expérience qui est partagée par d'autres personnes, particulièrement des personnes transféminines de son entourage, qui mentionnent qu'elle ne veut pas avoir d'enfants, puis elle n'en aura pas parce que les personnes trans féminines sont discriminées dans la société, tant sur le plan de l'emploi, l'intégration sociale, mais également dans leur rôle parental. Elles se sentent ou elles voient des modèles où elles se sentent disqualifiées comme futures mères
Parce que peu importe ce qu'elles vont faire, qu'elles soient des bonnes mères, mauvaises mères, les gens vont juger ses pratiques parentales, les gens vont juger également le milieu familial, les injonctions de genre qu'on renvoie particulièrement auprès des mères, face aux mères. Ben, la participante le mentionnait, puis dans son groupe d'amis, de ses collègues, de ses camarades, elle mentionne que cette barrière-là, ce stigma-là qui associe les mères, mais également les mères trans, dans un tel contexte, fait en sorte qu'elles refusent la maternité. Je poursuis concernant le deuxième facteur qui inhibe le recours, qui renvoie en fait aux préoccupations humanitaires et environnementales. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que pour les 23 situations des jeunes rapportées dans les situations, tant à la fois les parents que les enfants, les jeunes qu'on a rencontrés, il y en a 10 situations familiales qui concernent des jeunes qui mentionnent que j'en veux pas les enfants pour certaines raisons comme la crise climatique, l'éco-anxiété, l'épuisement des ressources, la surpopulation et également qu'il y a plusieurs jeunes qui ont besoin d'un environnement familial, des jeunes qui sont suivis par la protection de la jeunesse notamment. Dans un tel contexte, les gens vont dire, ben, pourquoi j'aurais des enfants qui sont liés génétiquement à moi, faire des nouveaux enfants quand la Terre va mal, la société va mal, on arrive on va prendre un mur, donc je ne veux pas avoir des enfants dans un tel contexte, je vais plutôt dans ce cas-là adopter. Les gens qui vont évoquer ces motifs-là vont davantage souligner l'adoption comme étant un contexte d'accès à la parentalité qui est plus en adéquation, davantage en adéquation avec leurs valeurs environnementales et humanitaires. Également, les personnes, les jeunes et les parents confondus mentionnent que ces préoccupations-là environnementales, c'est nouveau, mais ça vraiment, ça teinte une mouvance sociale actuelle. Puis également, c'est une préoccupation qui est davantage évoquée par la jeune génération. Donc, au-delà du parcours trans ou d'une identité non-binaire dans ce cas-ci. Tant les jeunes que les parents s'accordent pour dire que la préservation de la fertilité, c'est une décision délicate. Mais surtout que ça arrive dans un moment qui arrive tôt dans la vie. Et ça, ce n'est pas juste les parents. On peut peut-être avoir ce réflexion en disant, ben, c'est les parents qui disent, tu es trop jeune pour prendre des décisions. Attention, même les jeunes disaient, hey, c'est une grosse décision, puis je ne me sens pas toujours outillé, je ne me sens pas toujours prêt parce que avoir des enfants, quand j'ai 14, 15 ans, 16 ans, ben, je ne suis pas rendu là. Je ne pense pas à ça dans ma vie. Je ne suis même pas en couple. Est-ce que je veux avoir des enfants? Est-ce que je veux être en couple? Je ne le sais pas. Donc, il y a toutes ces raisons-là qui vont être soulignées, qui vont être soulevées en termes que c'est une décision qui arrive à un moment, c'est avant d'amorcer ou de progresser dans sa transition médicale, pour se dire, ben, je ne sais pas exactement à quel point je veux clarifier mon scénario familial à ce stade-ci de ma vie. Néanmoins, il y a quand même plusieurs parents qui vont évoquer ce facteur-là qui arrive en disant que ça arrive très tôt. Et souvent, les parents vont mentionner, ils vont prendre leur propre expérience personnelle pour souligner que leur expérience du désir d'enfant a aussi évolué avec le temps. Ça fluctue, ça change selon les circonstances, selon la situation, en disant, ben moi, ça a changé, peut-être que j'en voulais pas, mais finalement, euh, les parents vont évoquer une certaine crainte, la crainte du regret. Parce que si jamais on va de l'avant, le jeune prend une décision, mon jeune, ma jeune, et peut-être que ça va finir qu'il va avoir une certaine forme de regret. Et ce n'est pas toujours marqué, illustré, cristallisé comme crainte, mais c'est toujours un diffus qui va être ambiant dans leur discours en disant sait-on jamais, qu'est-ce qui va arriver par la suite? On ne le sait pas. Je poursuis, qui est quand même un enjeu majeur dans la suite de la discussion, parce que là, je parlais de désir d'enfant, de refus, mais également comment on se projette dans l'avenir et tous les facteurs environnementaux, humanitaires, mais également du parcours de vie. Néanmoins, la préservation de la fertilité s'inscrit dans un système qui est très matériel, logistique, situé sur le plan territorial, également dans la province. Les jeunes soulignent que c'est une forme de lourdeur. Il y a deux choses à souligner ici, c'est que ça implique des choses, ça implique des choix sur le plan de la transition médicale. Est-ce que je repousse la transition, par exemple la prise d'hormones, je l'arrête et je la recommence plus tard, notamment pour les gars trans, comme je l'ai évoqué, de prise d'estrogène. Donc là, ça implique parfois un cycle menstruel qu'il faut recommencer. Et c'est vraiment le risque de la dysphorie, que dans tous les cas, les gens vont dire que puisqu'il y a un risque de dysphorie, je me projette et je n'ai pas le goût, je vis un inconfort. Ben, la préservation de la fertilité, finalement, c'est franchement pas intéressant pour moi. Donc, je le mets de côté, je ne vais pas l'envisager nécessairement. Également, toute la question du caractère invasif de la procédure, particulièrement de la ponction ovarienne, qui peut être, quand on dit un caractère invasif, ce que ça souligne également, c'est que ça peut être extrêmement douloureux.
Puis ça, c'est quelque chose, une discussion qui va être plus ou moins abordée. Je vais y venir dans quelques instants. Puis, mine de rien, tout le monde nous parlait également des coûts associés à la préservation de la fertilité. Je l'ai évoqué tantôt en introduction. C'est plusieurs milliers de dollars qui n'est pas accessible comme procédure. Mine de rien, il y a un projet de loi qui a été adopté récemment à l'automne, le projet de loi 73 au Québec, qui est censé maintenant ajouter la couverture publique pour les jeunes trans et non-binaires. Par contre, jusqu'à tout récemment, ce n'est pas encore effectif sur le terrain. Donc, les jeunes trans et non-binaires n'y ont pas encore accès à la couverture médiatique. Ce n'est pas encore descendu sur le terrain dans les cliniques de fertilité. Il y a également un accès très variable aux techniques de procréation assistée. Par exemple, si vous êtes un jeune du Saguenay, ça va être compliqué d'avoir accès à des services spécialisés en procréation assistée. Même chose quand vous sortez des grands centres et la majorité des services de procréation assistée au Québec sont situés à Montréal ou dans la Couronne Nord, à Laval, où également il y a des services, mais ce n'est pas accessible. Donc, il faut faire parfois plusieurs heures de route. Là, ça implique également des coûts supplémentaires en termes de transport, de logement, de prendre congé, les parents, il y a tout ça, prendre congé de l'école. Bref, il y a des barrières supplémentaires en termes logistiques, en termes de coûts financiers, de temps également qui s'ajoutent. Finalement, en termes de facteurs qui inhibent, c'est l'accès restreint à l'information. La moitié des jeunes et la vaste majorité des parents nous ont mentionné qu'ils ont été peu, voire pas du tout informés sur qu'est-ce que c'est la préservation de la fertilité, qu'est-ce que ça implique et c'est quoi les répercussions à moyen long terme, tout en lien avec l'hormonothérapie, les chirurgies d'affirmation de genre. Donc, c'était parfois, pour ceux qui ont eu une discussion, c'était très bref, très superficiel avec des endocrinologues. Et donc, c'était un besoin qui était nommé de développer davantage d'informations pour mieux guider la prise de décision pour les besoins de la communauté. Rapidement, maintenant, je vais terminer sur les facteurs qui incitent le recours à la préservation de la fertilité. Il y en a deux, comme je vous mentionnais. C'est une décision qui va être pour plusieurs considérée par précaution. Je tiens à préciser quand même, dans notre échantillon, il y a seulement deux situations, deux jeunes qui l'ont effectivement fait, la préservation de la fertilité. Et l'écho que j'ai eu des milieux de cliniques de fertilité, c'est que la préservation de la fertilité, c'est quand même quelque chose de très rare, qui est très, très peu mobilisé, très peu, c'est un recours très rare. Mais quand même, les gens qui vont le penser ou du moins le considérer vont le faire pour se garder une porte ouverte, une option, au cas où. C'est vraiment quelque chose que je résume à travers ces mots-là pour vraiment dire, ben, ça va être une option supplémentaire pour accéder peut-être à la parentalité dans un tel contexte. Et si le jeune change d'avis plus tard, ben, on verra, puis ça va être fait au moins. Donc, c'est une décision, dans ce cas-ci, qui est une décision préventive qui va être vraiment amenée souvent par les parents, mais aussi pour les jeunes en disant que ben, c'est une forme d'assurance, mais également une forme d'apaisement pour certains d'entre eux, d'entre elles, en se disant, ben, regarde, si je le fais, la préservation, après ça, je peux mettre ça de côté. Je n'ai plus besoin de m'y penser, c'est plus un tracas. Puis peut-être que je peux revisiter par la suite, dans quelques mois, quelques années, quand je vais être prêt, quand je vais être prête à le faire. Mais pour l'instant, des fois, j'ai d'autres priorités dans ma vie plutôt que de la préservation de la fertilité dans un scénario parental qui va être peut-être dans 10, 15 ans, voire 20 ans. L'autre facteur, ça va être ce que j'appelle la norme procréative. La norme procréative, c'est vraiment un double mouvement de pression d'avoir des enfants, une pression que tout le monde va ressentir, mais c'est souvent bien documenté, entre autres pour les personnes socialisées comme femmes, en termes de ben, vraiment pour se sentir épanoui dans la vie, pour atteindre le bonheur, être heureux, heureuse. Pour vraiment avoir réussi dans la vie, il faut avoir des enfants, il faut être parent. Et les gens qui font des décisions de vie différentes, qui refusent la parentalité, vont souvent être considérés de façon un peu ben voyons, tu n'as pas peur de passer à côté, tu vas voir que l'horloge biologique va te rattraper. Ce genre de commentaires-là renvoie à l'idée de normes procréatives. Et les jeunes nous ont mentionné, rajoutaient également, ben oui, c'est une pression que je peux ressentir, que les gens me renvoient en disant, tu vas voir, tu vas changer d'idée à 25-30 ans. Mais c'est également une pression supplémentaire de rendre leurs propres parents grands-parents, d'avoir des petits-enfants dans la lignée paternelle ou maternelle pour que tout le monde finalement soit heureux. Mais mine de rien, il y a aussi des jeunes et des parents qui mentionnaient qu'il ben, y a des jeunes aussi qui veulent avoir des enfants et leur désir s'ancre dans un rapport à la famille axé sur la filiation, mais également le lien biologique en disant ben, je trouve ça cool, je trouve ça le fun de potentiellement pouvoir avoir des enfants qui me sont liés génétiquement. Je trouve ça bien, ils vont me ressembler. Bref, c'est une représentation de la famille qui s'ancre dans ce cas-ci dans les liens biologiques pour certains d'entre eux, d'entre elles. En conclusion, les résultats préliminaires que je vous ai partagés aujourd'hui mentionnent que oui, c'est une réflexion personnelle, très intime.
mais qui s'inscrit dans un contexte social, qui a différents facteurs d'influence qui viennent façonner la prise de décision en posant différentes pressions qui peuvent être parfois familiales, parfois normatives, comme je viens de l'évoquer avec la norme procréative, mais également dans un contexte où est-ce qu'il peut se poser des inégalités d'accès aux connaissances. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'on m'en a parlé? Est-ce que j'ai un rapport avec mon professionnel qui est confortable pour pouvoir poser des questions? Est-ce qu'on a le temps de le faire? Puis également des inégalités sur le plan territorial, comme je vous ai mentionné en termes d'accès aux cliniques, mais également aux services, tant à la fois en termes de santé trans que la procréation assistée. Et qu'est-ce qui se dégage? Un constat majeur, c'est un besoin d'information accessible et vulgarisée pour les personnes concernées, les jeunes d'abord et avant tout, mais également les parents qui les accompagnent, et des outils qui leur permettraient de soutenir leur prise de décision qui pourrait être libre et éclairée. Et à ce sujet-là, ce constat-là, ben, en écho à ça, c'est que le projet de recherche, l'étude préfère, et c'est ce que Philippe pilote en termes de processus de développement d'outils. Et je tiens à préciser, puis je conclurai là-dessus, une préoccupation importante qui nous ont été rapportées par les personnes concernées, les jeunes principalement, c'est qu'ils se disaient attention avec votre projet. Je trouvais intéressant quand même de le souligner dans le cadre d'un colloque scientifique, c'est que comme chercheurs, chercheuses, on a une responsabilité également, puis il faut faire attention, puis il faut être à l'affût des répercussions ou des retombées qu'on ne peut peut-être pas penser en faisant un projet de recherche. Et les jeunes nous mentionnaient, ben, attention, parce qu'en ayant une discussion sur la préservation de la fertilité, il ne faudrait pas non plus que ça vienne créer des barrières supplémentaires en termes de gatekeeping, de que les professionnels, par exemple, disent, ben, ah, on va retarder l'hormonothérapie parce qu'on veut que tu aies le temps de te poser la question, est-ce que tu veux avoir des enfants plus tard? Est-ce que tu veux préserver la fertilité? Tandis que ce n'est pas les priorités des jeunes qui ont été rapportées dans les entrevues, ni les parents non plus l'ont mentionné. Donc, c'est de la préoccupation de, oui, créer un dialogue, c'était l'objectif du projet de recherche, mais il ne faut pas que ça se fasse au dépens de l'accès aux soins. Et ça, je pense, c'est quand même une mise en tension entre le terrain, les pratiques, les soins, comment on les développe, mais aussi les connaissances qu'on veut générer sur les besoins des personnes puis des communautés concernées. Donc, je termine là-dessus en termes sur un écho qui était rapporté, puis il y a plusieurs gens qui nous disaient ben, attention, puis j'aimerais ça vous garder ça en tête dans vos résultats, la façon de le présenter. Et je pense que c'est une discussion, c'est quelque chose qui nous anime au sein de l'équipe de recherche pour qu'est-ce qu'on fait par la suite avec nos résultats, avec tout ça. Merci beaucoup pour votre attention, votre écoute. Je vais pouvoir répondre à vos questions plus tard à la période. Puis, vous pouvez suivre nos travaux à travers la page Facebook Préfère Jeunes Trans sur Facebook. Et il y a des membres de l'équipe qui vont pouvoir répondre à vos questions, tout ça. Mais merci à vous. Puis, bon colloque.